J'étais convaincu dès le début qu'il fallait aller à la population, chez elle, aux quatre coins du Québec, pour expliquer ce qui allait se passer. C'était, le mot est devenu courant, une révolution trop profonde dans nos modes de vie, dans nos institutions propres au Québec, pour que ça passe comme une lettre à la poste, sans explication. Alors, une première tournée du ministre et puis de ses collaborateurs à la suite du premier tome par an portant sur la création du ministère. Par la suite, quand il s'est agi des commissions scolaires régionales et surtout la création des polyvalentes, des écoles secondaires polyvalentes, là aussi, il fallait expliquer la chose et ça a été l'objet d'une nouvelle tournée qu'on a appelée la tournée de l'opération 55, parce que le projet était de créer 55 commissions scolaires catholiques à travers le Québec et 9 commissions scolaires anglophones, protestantes. Alors, tout cela a demandé, évidemment, beaucoup d'informations à transmettre, beaucoup de dialogue, si je puis dire, entre les divers secteurs de la population et les représentants du ministère. On a commencé par la Gaspésie, on est arrêté presque de village en village. Le matin, à 8 heures, au petit déjeuner, on avait une rencontre, par exemple, avec une personnalité municipale ou avec les médias. Au milieu de l'avant-midi, c'était une rencontre avec le corps enseignant. Au déjeuner du midi, c'était soit un club social, Jean Richelieu ou Rotary. À Gaspé, un midi, j'avais invité l'évêque du lieu et tous les curés et prêtres des paroisses du diocèse de Gaspé. Ils étaient venus à Gaspé à l'heure du repas du midi pour m'entendre, pour poser des questions, pour se renseigner. Je rencontrais les conseils municipaux, ce qui veut dire que c'était pas simplement une assemblée publique générale dans diverses municipalités, mais c'était des rencontres vraiment spécialisées qui se terminaient généralement le soir par une assemblée publique ouverte à tout le monde. Et dans tous les cas, il y avait période de questions-réponses avec un micro dans la salle qui permettait à toutes les personnes présentes d'intervenir. Comme j'ai dit à des personnes qui m'ont reproché d'aller trop vite, qu'est-ce qu'on aurait pu faire moins vite? Une école secondaire polyvalente à Vaudreuil, puis dire aux gens de Jonquière, mais vous attendrez 3 ans pour la vôtre, puis à Gaspé, vous attendrez 5 ans pour la vôtre. Voyons donc, partout dans le Québec, on voulait des polyvalentes. Partout dans le Québec, on voulait des cégeps. Alors, je me disais que d'une façon, en conscience, je n'avais pas le droit et le gouvernement n'avait pas le droit de retarder la réforme dans une région par rapport à une autre. Nous croyions fermement que tous les enfants du Québec, mais tous les garçons, toutes les filles, avaient le droit d'avoir immédiatement, ou le plus tôt possible, accès à l'éducation à tous les niveaux. Alors, il ne pouvait être question
dans mon esprit de procéder par étapes pour instaurer la généralisation de l'enseignement et la gratuité. Et sur cette question de la vitesse, du rythme auquel nous avons accompli les réformes, je suis aujourd'hui encore plus convaincu qu'à l'époque que c'était un devoir pour nous d'aller aussi rapidement que nous l'avons fait. Bien sûr que certaines personnes, certains groupements, certains milieux n'ont pas aimé cette réforme. Il faut dire en particulier, j'étais député d'un comté en grande partie rural, je vous l'ai déjà mentionné. J'ai vu combien les rentiers, par exemple, les personnes qui atteignaient l'âge de la retraite à la campagne, qui cédaient leur terre à leur fils ou qui quittaient le petit commerce qu'ils avaient monté, habitaient une maison qu'ils avaient entièrement payée et sur lesquelles les taxes scolaires étaient minimes. Avec la réforme, eh bien sûr, que les taxes scolaires locales ont augmenté sensiblement, qu'elles aient augmenté de 100, 200 ou 300 $ pour un couple de rentiers, c'était énorme à l'époque. Des parents, des pères, des mères de famille, propriétaires d'une maison, qui subissaient une augmentation de taxes scolaires de cet ordre de grandeur, eh bien, ça valait la peine quand ça leur permettait d'envoyer leurs enfants à l'école gratuitement. Mais pour les grands-parents, pour les gens qui n'avaient pas d'enfants à eux aux écoles, c'était plus difficile à supporter, même si les gens étaient convaincus du bien fondé général de la réforme. Depuis le début du gouvernement Lesage, je m'intéressais aux affaires internationales. Je trouvais que le Québec devait y jouer un rôle, ce avec quoi M. Lesage était d'accord. C'est comme cela que, pour résumer l'histoire, on en est venu à signer un accord d'éducation entre le ministre de l'Éducation de France et le ministre de l'Éducation du Québec. On en est venu à la signature d'un accord culturel signé pour le Québec par Pierre Laporte, qui était ministre des Affaires culturelles, et en France par le chef de la diplomatie française, au Quai d'Orsay. Et on s'est vite, puis il y a eu plusieurs autres accords qui sont intervenus entre le Québec et la France, et même dans un cas avec la Tunisie. Alors on s'est vite rendu compte que le gouvernement fédéral nous mettait des bois dans les roues, à tout événement, des freins véritables, à part de nous exprimer verbalement son opposition aux interventions du Québec de cette façon. Alors, j'ai cru à un moment donné opportun de profiter de l'occasion d'une invitation que j'avais du corps diplomatique en poste à Montréal pour formuler l'attitude québécoise en termes précis, ce qui n'avait jamais été fait. Et c'est là que j'ai développé ce que les fonctionnaires à Québec ont appelé par la suite la doctrine Gérin-Lajoie, exposer le point de vue d'un juriste constitutionnel qui croyait vraiment
que, étant donné le texte de la Constitution canadienne, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, que le Québec, qu'on devait reconnaître au Québec, le pouvoir d'agir sur la scène internationale dans les matières qui sont de sa compétence au plan interne. Certains ont dit que les taxes scolaires, dont j'ai eu l'occasion de parler déjà, et qui ont touché les familles de rentiers, en particulier dans les milieux ruraux, ont joué défavorablement à l'égard du Parti libéral. J'ai entendu le directeur des élections de l'époque nous dire que d'avoir fait une élection le dimanche, ça nous avait fait perdre l'élection, parce que jusque-là, jamais, au Canada, au Québec, en territoire de tradition britannique, on avait fait d'élections le dimanche. Au Canada, ça se faisait toujours un lundi ou un mercredi. Quand je dis au Canada, au fédéral et dans les diverses provinces. Alors, de faire l'élection le dimanche, qu'est-ce que ça changeait? D'abord, ça faisait perdre un congé à des gens qui avaient droit, comme aujourd'hui, un certain nombre d'heures d'absence du travail pour aller voter. Alors, c'était un congé. Ensuite, des familles louaient des pièces de leur maison pour y tenir le bulletin, pour y tenir le bureau de scrutin. Alors, cela aussi s'est trouvé à disparaître parce que le gouvernement voulant favoriser la liberté de vote et puis l'absence d'influence psychologique sur les électeurs a décidé de tenir les bulletins de scrutin dans des édifices publics, la plupart du temps des écoles, parfois d'autres bâtiments publics. Cela enlevait un petit revenu à des familles. Aussi, dans les bureaux de votation, les partis politiques étaient représentés par une personne désignée par le parti, mais payée par les fonds publics. Alors, cela disparaissait également en faisant l'élection de dimanche. Alors, vous savez, quand on perd l'élection par si peu, que ça a été le cas en 1966, n'importe quelle raison est bonne par après pour justifier ce qui est arrivé. Mais en définitive, comme on se souvient, il y a eu une majorité du vote populaire qui s'est prononcée en faveur du gouvernement avec le jeu de la carte électorale. Quelques comtés peu populeux ont suffi à faire tourner la balance, faire tourner le vent du côté de l'Union nationale. L'opposition n'avait aucun moyen technique pour faire son travail, aucun personnel, aucune somme d'argent pour utiliser des ressources spécialisées externes. Je me souviens que c'est après l'élection de 1966, quand nous étions dans l'opposition, j'étais allé à Washington pour voir comment fonctionnait le mécanisme de la Chambre du Congrès. J'avais constaté jusqu'à quel point les Américains, évidemment, qui font toujours les choses en grand sur le plan financier, mettaient à la disposition de chaque membre du Congrès
une somme d'argent importante pour payer des agents de recherche ou pour payer des études susceptibles de les aider dans la façon de faire valoir leur point de vue en chambre. J'avais fait un petit discours à l'Assemblée nationale pour demander quelque chose d'équivalent. Jean Lesage, formé à l'ancienne école, me souffle à l'oreille: Paul, tu oublies que nous sommes dans l'opposition. Nous ne sommes plus au gouvernement pour avoir les ressources humaines à notre disposition. Alors que je venais justement dire que c'est ce qu'il fallait changer. Mais ça a changé plus tard. Quand on dit que certaines idées sont prématurées, que l'opinion publique ou les décideurs ne sont pas prêts à les accepter, ben, en voilà un exemple. La proposition que je rapportais de Washington en 1968 à peu près, eh bien, elle a été adoptée dans les quelques années qui ont suivi. Nous étions assez intimes, comme je l'ai mentionné. Le tutoiement, à l'époque, était une illustration de ce degré d'intimité. Mais il y avait toujours une certaine distance résultant, je pense, du fait que nous avions, il faut bien le reconnaître, des personnalités assez fortes l'un et l'autre, que j'avais mon arrière-plan de formation universitaire avec doctorat en Angleterre, ce que Lesage admirait et n'avait pas. Il y avait bien d'autres qualités, mais il reconnaissait en moi une personnalité qui avait ses caractéristiques et des caractéristiques de valeur pour contribuer à la marche du gouvernement. Alors cela pouvait créer à l'occasion une certaine distance ou une certaine modération dans les attitudes de l'un par rapport à l'autre, mais en définitive, moi, le souvenir que j'ai conservé, c'est que les choses ont tourné de façon à ce que nous soyons très à l'aise l'un avec l'autre, que nous nous parlions franchement, ouvertement, exprimant nos points de vue. Et de mon côté, je respectais le fait qu'il était le premier ministre, que c'est lui qui avait la responsabilité finale des décisions prises et que c'est lui qui avait la responsabilité du gouvernement. Mais avant qu'une décision soit prise de façon ferme, eh bien, je pouvais engager le débat de façon assez serrée avec M. Lesage, de façon toujours courtoise. D'abord, M. Lévesque n'était pas Premier ministre, alors je ne pouvais pas avoir avec lui l'attitude exacte que j'avais avec M. Lesage. Qu'il y ait eu une certaine distance entre l'évêque et moi, oui, parce qu'encore là, nous avions deux personnalités assez fortes. Lui était peut-être plus un impulsif que moi. Il s'impatientait plus violemment en parole
comme moi. Mais tout ça, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais quand on regarde l'écoulement du temps, eh bien, il y avait une communauté de pensée entre René Lévesque et moi qui était certaine et que je ne remettrai pas en cause aujourd'hui, bien sûr que non. Mais quand nous avions des différences d'opinion, c'est vraiment après la défaite de 1966, lorsque René Lévesque a mis sur la table le débat sur la question de l'indépendance, la souveraineté du Québec, que là, mais nous avons eu une profonde différence de pensée politique et que nous avons été en désaccord au point de nous éloigner l'un de l'autre, lui par la formation d'un nouveau parti politique et moi par le prolongement de mes activités au sein du Parti libéral. Cette question s'est présentée de façon formelle et très directe après notre défaite de 1966, quand René Lévesque mijotait, si je peux dire, son projet de souveraineté-association. Et tout ça est vraiment venu brutalement à la surface à l'occasion de la visite du général de Gaulle. À ce moment-là, chacun a été amené à prendre des positions assez précises pour qu'elles soient contradictoires les unes avec les autres. C'est à ce moment-là que j'ai été nommé président d'un comité d'affaires constitutionnelles de la Fédération libérale du Québec et que j'ai produit un document qui mettait en lumière ce qu'on appelait un statut particulier pour le Québec dans une fédération qu'on appelle maintenant asymétrique. Alors, cette proposition n'a jamais été soumise telle qu'elle au gouvernement fédéral. Elle a été adoptée par le caucus des députés libéraux à Québec au moment où M. Lévesque avait déjà quitté le parti et que son parti Souveraineté Association cheminait de son côté. J'étais un peu, faut pas que je dise dégoûté, le terme est trop fort, mais j'étais démotivé, disons au moins cela, à l'égard de la situation politique, l'état du Parti libéral, l'état général du débat politique à travers le Québec, l'absence de renouvellement des personnes à l'intérieur des formations politiques. Tout cela a fait que j'avais le goût d'un changement. Et c'est comme ça que je suis allé à Ottawa, où s'est offert à moi le poste de président de l'Agence de développement international, cet organe du gouvernement responsable de toute l'administration des fonds publics destinés à l'aide aux pays en voie de développement. C'était un défi fantastique, évidemment, que j'ai poursuivi pendant près de 7 ans, le plus long mandat qui a jamais été donné à un président de cette agence. Et par après, mais comme l'on sait, j'ai fondé ma propre fondation d'aide aux pays pauvres
dans le domaine de l'éducation, offrant ainsi aux pays en voie de développement la possibilité de tirer de la révolution tranquille québécoise les éléments qui pouvaient leur convenir pour leur propre développement. Oh, vous savez, je veux bien admettre que je me suis ennuyé un petit peu de la politique, puis peut-être même encore aujourd'hui, mais il est important de dire qu'au fond des choses, je suis tellement heureux de la nouvelle carrière que j'ai choisie avec le développement international que la page de la vie politique est tournée. Quand je dis que je m'en ennuie un peu, c'est une façon de répondre à ceux qui disent « Tu dois être content de ne plus être dans la politique, de ne plus être à Québec, avec tous les problèmes qui s'y posent. » Je réponds non. Ce qui m'a attiré en politique, c'est le défi de changer les choses. Et le défi qui dit défi, dit problème. Alors cela m'attirait. Mais j'ai choisi un autre défi, celui du tiers-monde. Et quand on pense par exemple à Haïti, où notre fondation intervient, cela vous donne une belle illustration que j'aime les situations difficiles.